Vous écoutez Cinéphile de notre temps. Toute rupture avec le cinéma officiel, aussi conventionnel que moribond, est bon signe. Nous avons besoin de films moins parfaits mais plus libres. Si seulement nos jeunes cinéastes, je n'ai aucun espoir pour l'ancienne génération, se libéraient vraiment complètement dans la démesure et l'anarchie. Il n'y a aucun autre moyen de rompre les conventions rigides que par un dérèglement complet de tous les sens officiels du cinéma. Et c'est Jonas Mekas qui a dit ça dans son Movie Journal. Ah ben c'est Jonas, bien sûr. Et ben si je dois réagir, it feels home, c'est la maison quoi. C'est vraiment une phrase qui me parle profondément par rapport à mon travail et mes amis et toute la communauté du cinéma underground de New York avec laquelle j'ai grandi. Et tous étant vraiment autodidactes et venant de différents médiums. Et justement avec une liberté totale parce que souvent il n'y a pas d'argent. Donc il y a aussi un manque, un manque et avec le manque, l'invention qui se fait autrement. Et justement, de par le manque se créent des très très grandes libertés et des grandes surprises du langage du cinéma. Et est-ce que c'est une phrase que tu dirais toi aujourd'hui à la jeune génération ou pas ? Moi toujours, en fait, je donne des cours à la Aide, à Genève, à l'école de cinéma et je crois que je suis la seule prof qui n'ait pas été en école de cinéma. Et qui, je m'occupe des premières années. Et vraiment, s'il y a une chose sur laquelle j'insiste, c'est vraiment de faire avec peu de moyens, de ne pas parler de production en première année, de ne pas parler de festival et de tout ça, et de juste focaliser sur une sorte de liberté et communauté entre eux. Donc pour moi, c'est vraiment un mode de vie. Ben, merci Marie. Tu es réalisatrice de documentaires, mais tellement plus que ça. Tu es partie à New York alors que tu étais étudiante et tu y es restée une grande partie de ta vie jusqu'à te dire citoyenne de New York et à acquérir le passeport bleu. Tu as commencé à faire des films bien entourés par le milieu dit underground de New York, avec entre autres Jonas Mekas, dont on vient de citer une phrase, et Richard Foreman. Puis tu es devenue programmatrice à l'Alliance française, où tu approchais des films en faisant le grand écart, alternant entre des avant-premières d'Amélie Poulain et des rétrospectives de Raoul Coutard, donc un célèbre chef opérateur et réalisateur de la Nouvelle Vague. Et tu te décris comme un petit chat invisible qui suit les personnes qu'elle filme pour ne rien rater. Et c'est ces personnes que tu filmes au plus près de toi pour mieux faire jaillir l'amour et la tendresse que tu as pour eux. Tu crées tout le temps, avec tes mains, avec ta caméra, avec toute forme de matière. Tu dessines, tu bricoles, tu fais des collages. Et si je vais finir ce portrait en un mot, je dirais que tu es punk. Bienvenue, Marie Lauzier, merci d'avoir accepté de joindre ta voix à la nôtre pour cette nouvelle émission. Bah merci, c'est un joli portrait, j'aime tellement le punk. Donc on va commencer ce portrait par 3 petites questions. On t'avait demandé si tu étais un déguisement ou un costume au cinéma, lequel tu serais. Et tu nous as répondu un costume magnifique d'âne pour 2 personnes. Alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi un costume d'âne pour 2 personnes ? En fait, je trouve ça plus fun à 2, porter un costume, et plus bordélique, quelque part. Mais je crois que le costume d'âne, c'est vraiment lié à tout l'univers avec lequel j'ai grandi, qui était dans le milieu aussi de la gymnastique, du cirque et du côté animalier, où mon père était photographe animalier, donc j'ai énormément grandi avec les animaux, d'où aujourd'hui il se retrouve dans mes films, et il chante. Mais l'âne particulièrement, parce que c'est l'animal qui me bouleverse, qui me calme, et qui exprime tant d'émotions, et qui me rappelle un des plus beaux films au monde pour moi, c'est Au hasard Balthazar. Voilà. Donc peut-être un costume âne pour 2, ça serait chouette. Et t'aimerais t'en servir un jour dans ah ouais, un de tes films ? Bien sûr. Et est-ce que tu peux parler un peu de Au hasard Balthazar ? C'est un des très très grands films de Bresson. Et c'est vraiment le film, quand j'étais gamine, pour lequel je me suis identifiée. En plus, le personnage s'appelle Marie. Et je trouve que le rapport de l'amour de cette jeune fille qui devient une jeune femme
et l'amour de toute l'humanité qu'elle porte sur l'âne, sur l'animal qui en fait sont tous les malheurs du monde qui lui arrivent, et le rapport des jeunes entre eux, de la campagne, la façon dont c'est filmé, les dialogues, ce qui se passe à la fin, je peux pas le raconter, c'est quand même bouleversant. C'est un film qui m'a toujours emporté et parlé, qui m'a donné beaucoup d'envie de faire du cinéma aussi. Et si on revient au costume, t'as dit dans une interview au Monde, je crois, quand on se déguise, on est quelqu'un d'autre, on se sent plus libre, on entre dans le documentaire par une porte dérobée. Mais je pense que pour moi, le costume, c'est un monde merveilleux pour jouer. Et c'est vrai que dès qu'on enfile un costume, même quand on est gamin, en fait, on est quelqu'un d'autre, c'est magique. C'est comme un petit moment de fée, quoi. Et on peut devenir et se laisser aller. Et je pense que quand on met même un accessoire ou un bout de costume ou du maquillage à une personne qu'on filme dans le portrait, dans le cas dans ce dont tu parles, il y a quelque chose qui se déplace, qui dérive et qui peut embarquer la personne vers ce qui m'intéresse aussi, c'est de jouer et d'ouvrir une porte vers la fiction et donc quelque chose de très intime, mais qui devient autre que juste filmer le réel. Et pour moi, bien sûr, le costume, ça peut aller très loin. C'est quand on regarde dans les films hollywoodiens, moi, je rêvais devant les costumes, que ce soit les paillettes ou pas, mais vraiment le comédie musicale, le technicolor, le costume, c'est juste un monde de merveilles. C'est un métier aussi fantastique, être costumier au cinéma. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Mais ça peut être un bout de tissu ou un bout de scotch. Et ça, c'est un costume quimpe qui est merveilleux aussi. Dans les films de John Waters, dans les films des Kuchar, un bout de rouge à lèvres qui dérape, ça fait tout le personnage. C'est vrai. Et t'as déjà une idée de à qui tu voudrais faire porter ce costume d'âne ou tu t'attends de trouver la bonne personne ou... Oh, je crois que j'ai toujours plein de monde à mettre dedans, hein, pas de problème. Et toi, tu te mettrais dedans? Je crois que ça peut être bien, mais j'aime surtout filmer. C'est vrai. Mais donc, on t'a demandé en seconde partie si tu faisais le portrait de quelqu'un au cinéma, lequel tu aimerais faire ou lequel tu aimes voir au cinéma. Tu nous as répondu un panel de noms. Oui, mais en fait, c'est surtout, je t'ai mis une liste des gens avec qui je travaillais. Parce que c'est vrai que faire le portrait de quelqu'un, c'est pas quelque chose, c'est pas une méthode pour moi de travail. En fait, j'ai toujours marché à l'inverse. Ce sont des rencontres qui, par la vie, provoquent un désir de cinéma. Et non l'inverse. Parce que sinon, j'aurais été vers mes héros et j'irais jamais, genre... Je sais pas, Bob Dylan par exemple. Mais c'est pas comme ça que ça marche pour moi. Et donc c'est plutôt de par des rencontres que se crée le portrait. Et c'est vrai que j'ai commencé à travailler avec le groupe The Residents. Donc ça, je sais pas du tout où ça va, mais c'est un portrait que j'aimerais. Donc c'est un groupe dont les membres portent des costumes et des masques quand même. Complètement. Ils sont anonymes. Ce sont des eyeballs. Ouais, ça c'est vrai. Et tu les filmes avec leur costume et sans leur costume? Oui. Donc on va pouvoir voir qui c'est. C'est un petit peu le moment de la carrière où ils ont envie aussi de... Il y a un des membres qui est décédé, qui était très important, et il y a quelque chose qui s'ouvre. Et en tout cas, ils m'ont permis, et ça a été une très très belle rencontre à Bourges, à Bandimage, grâce à mon amie Isabelle Carrier, et ça a été une rencontre incroyable. Et c'est la rencontre qui est passée à l'acte, quoi. Et après, je suis allée à New York les filmer. Après, il y a vraiment ma mère spirituelle de cinéma, c'est Jackie Reynal, qui est vraiment mon amie tellement chère et tellement proche de New York de 20 ans. Oui, elle a un peu le même parcours que toi, voilà. En plus. Avec beaucoup, j'admire tellement son travail, son éclat de vie, son expérimentation, ce qu'elle peut dégager, ce qu'elle a à dire. Et qui elle est, quoi. Et c'est vraiment toujours un bonheur et beaucoup de rire avec Jackie. Et j'apprends toujours beaucoup. Donc c'est vrai que c'est très important pour moi. C'est la personne qui m'a suivie, que j'ai suivie et qui m'a adoptée, que j'ai adoptée aussi. Et tu l'as rencontrée lorsque tu étais à New York? À New York, il y a 20 ans. Ça a été immédiat, à l'anthologie Film Archive, avec Jonas Mekas. Voilà. On était en train de manger et c'était... immédiat, quoi. On a parlé français, c'était chouette. Oui, ça doit faire du bien. Mais, et tu nous as aussi cité, parce que tu nous as cité David Lynch aussi. Et, alors ça, c'est si tu vois, je voulais une réponse d'extrapoler de qui j'aimerais. Oui, il y a des rêves comme tout le monde, bien sûr. Il y a David Lynch, à fond.
Et tu as regardé les portraits qui ont été faits de lui? Parce qu'il y a plusieurs Oui, films. je suis pas totalement fan. Ok. C'est pas tout à fait satisfaisant, je trouve aussi. Mais... Il y a un endroit où je me retrouve pas, où j'ai envie qu'il s'ouvre plus, ou que ce soit un petit peu moins méditatif et un télo. Il est très en contrôle aussi. Ouais. Il est... Et comme il est de façon très contrôlée, mais son univers part au-delà des planètes, j'ai envie de rejoindre ces planètes plus dans le langage du documentaire, ou du portrait, je veux dire. Bah, ce serait super. De la forme, quoi. Et si on retourne en France, tu nous as parlé en premier de Brigitte Fontaine. Ah, mais je l'adore. Tu vois, à New York, j'ai rencontré comme ça Alan Vega, qui était vraiment devenu un ami, ou très très cher ami, Tony Conrad, des gens comme ça. Dans la musique, si pour moi il y a un équivalent en France, ce serait Brigitte Fontaine, de par sa magnifique voix, son culot, ce qu'elle dit, qui elle est, comment elle est. S'il y a une personne que j'aimerais un jour, j'ai l'impression, rencontrer dans une famille d'amis, de créateurs, ça serait bien elle. Et si on passe de la musique au cinéma, il y avait aussi Jacques Rosier. Mais Jacques, je l'ai rencontré plusieurs fois. Et à chaque fois, on veut se rencontrer, mais c'est une personne dont j'ai vraiment adoré le cinéma et beaucoup présenté ses films à l'Alliance française, justement, et essayé de faire la restauration de ses films en bobine. Je présentais que les films en 16 et en 35. Et j'aime énormément son cinéma, ça m'a beaucoup appris sur l'improvisation, sur comment la fiction se mêle aussi à une méthode de travail qui, moi, m'a beaucoup parlé. Et par contre, c'est quelqu'un de inatteignable. Il y a toujours quelque chose qui se dérobe, quelque chose qui se casse la figure. Donc c'est bien d'espérer. Oui. Parce que le bordel est aussi un film qui se fera pas, quoi. C'est vrai. Mais justement, vos deux parcours aussi sont proches. Enfin, c'est des gens qui sont proches de toi à chaque fois, je trouve, dans leur manière de vivre. Parce que Jacques Rosier, il a aussi commencé à faire des films vraiment tout seul. Et il a eu vraiment un parcours de combattant dans le cinéma pour faire ses films. Et il a été très loin des productions pendant longtemps. Et comme tu dis, il a ce côté un peu fou, un peu barré, qu'on retrouve parfois dans tes films aussi, quoi. Ouais, je crois que ça me parle. Mais donc c'est marrant, et t'as vraiment des portraits de gens très proches de toi. Bah souvent, je pense qu'on est ou à l'opposé, et par l'opposé, il y a quelque chose de très proche. Je pense par exemple à Genesis, d'un point de vue physique ou d'un point de vue type de vie. Et en même temps, il y a quelque chose de proche qui est cet amour d'être en marge, en fait, qui est de mettre en valeur quelque chose, une liberté qui coûte si cher au corps, à la vie, à ce qu'on vit, mais qui est en même temps d'une beauté, d'une force et d'une fragilité qui, moi, m'émeut profondément. Parce que c'est souvent lié peut-être à la douleur et donc à la vie, au plus fort de soi. Il y a un jaillissement de vie, quoi. Et souvent, ce sont des êtres très drôles, extrêmement farfelus. Et ça, moi, ça me parle plus que tout. Tous ces gens qu'on a cités déjà, tu nous les as recités dans la question qui vient. Une histoire d'amitié au cinéma. Bah oui, c'est les questions qui sont proches. C'est drôle parce que les gens qu'on aurait pu interviewer avant auraient répondu par des films. Et toi, tu nous as du coup cité des gens qui sont proches de toi. Donc Jackie Reynal ou Tony Horsler, dont on n'a pas encore parlé. Ben, c'est vrai que quand tu me parles d'amitié au cinéma, pour moi, venant vraiment d'une communauté d'amis qui faisaient des films, qui font des films encore, et on s'est appris les uns aux autres, c'est déjà un groupe d'amitié. Ça a été d'abord un ciné-club que j'avais avec des amis, dans lequel j'ai rejoint en arrivant aux États-Unis, parce que je cherchais des amis, j'avais personne. Et quand on a 19 ans, c'est dur dans un pays aussi grand. Et le ciné-club, ce ciné-club que j'ai rencontré, ça a été le parfait pour moi, parce que c'était un mélange c'était du cinéma expérimental. Donc il y avait aussi mélange de performeurs, de réalisateurs, de poètes, de musiciens, du 16 surtout, et de la vidéo. Et c'est là que j'ai compris aussi quel était le langage qui me parlait. Et justement, quand tu cites Tony Horsler, par exemple, j'ai montré ses films il y a 25 ans, quand j'avais Ciné Club, parce qu'il avait fait tout un pan
de vidéos qui étaient faites avec des marionnettes dessinées sur les doigts et des décors de papier avec ses copains, justement, qui sont Tony Conrad, qui a été mon plus proche ami, et Mike Kelly. Et avec les copains, même s'ils sont connus aujourd'hui, ils ne l'étaient pas du tout à l'époque. Il a fait ces petits films qui n'ont rien coûté, mais qui étaient d'un délire fantastique et que j'adorais. Et c'était lié à d'autres amis comme Joe Gibbons, dont j'ai montré les films, dont j'adore les films, filmés avec les Pixel Vision, donc les petites caméras jouets pour enfants, où il faisait parler des poupées Barbie et il jouait le psychothérapeute des poupées Barbie. Il y a tout un monde qui s'est ouvert pour moi. Et c'était un monde d'amitié, d'amis entre amis en fait. Et je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai compris que le cinéma se faisait déjà comme à l'école de cinéma, avec des équipes. Et les équipes, elles sont professionnalisées dans un monde où il y a une production. Mais quand il n'y a pas de mode de production et que c'est juste fait avec les amis, il y en a un qui fait la cuisine, il y a l'autre qui jette les effets spéciaux au moment dit, il y en a un qui aide avec la couture, l'autre la lumière, les changements de péloche. C'est fait comme ça en fait. Donc c'est quelque part une famille comme une équipe de cinéma qui reste très 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 fidèle. Et oui, cette famille, donc tu l'as choisie vraiment par rapport à ce ciné-club, mais moi ce que je me demandais, c'est que tu t'éloignais du système professionnel de production, etc. C'était un choix conscient ou non conscient? Mais j'ai jamais même pensé qu'il y avait J'ai jamais pensé au choix, c'est-à-dire que j'ai juste fait. Et ce qui était devant moi, c'est comme ça que ça se faisait. J'ai appris sans école, donc j'ai appris parce qu'on m'a offert une Bolex, une petite caméra 16 mm. Et donc j'ai demandé à Mike Kuchar de m'apprendre comment s'en servir, ce qui était mon copain à l'époque, quoi. Donc franchement, j'ai jamais pensé. Je rêvais de cinéma, j'allais au cinéma tout le temps, j'étais très consciente de l'industrie. Surtout de l'industrie. Ouais. Mais elle me faisait rêver, l'industrie. C'était un produit fini. C'était les films hollywoodiens, c'était du Lubitsch, du Mankiewicz, du Sam Peckinpah. C'était tous ces films qui m'ont fait complètement rêver gamine et grande. Et les films français, de Godard à Rosier, à Chabrol, à Sautet. Enfin voilà, tout un pan de cinéma aussi. Et le cinéma muet. Mais moi, ce que je pensais m'était accordé, je pensais même pas que j'avais le droit de faire du cinéma. Je pensais que c'était vraiment pour les autres et que je serais jamais capable. Donc j'ai même pas cherché à en faire. Donc je me suis pas posé la question quand je me suis mise à faire des films. C'était aussi naturel que boire de l'eau. J'avais enfin un truc devant moi avec lequel je pouvais construire mes petits films dans mon coin. Et quand je dis dans mon coin, c'est que personne ne les voyait et qu'il n'y avait pas de festival. Donc il n'y avait aussi aucune mise en valeur de mon travail, ni de ce que ça voulait dire aussi de tout ce que je découvre aujourd'hui, de la post-production, des festivals, où aujourd'hui j'ai la chance de montrer mes films. Mais ça a pris très 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 longtemps et juste de jardiner dans mon jardin secret pendant des années et des années et des années, sans chercher à être connue. Justement, on va parler de comment montrer les films maintenant, on va parler de circonstances et de conditions de visionnage. Et alors, on se doute un petit peu de ta réponse, mais on a quand même posé la question. La première question, elle concerne la pellicule, et on t'a demandé si en tant que spectatrice, tu y étais très attachée. Énormément. En fait, franchement, ça vient de l'enfance aussi. Mes parents avaient un ciné-club dans mon village et ils allaient chercher les pellicules à l'époque à la Cinémathèque française. On pouvait emprunter pour des centres éducatifs, etc. Donc j'ai vraiment grandi avec la pellicule. C'était le ronronnement du projecteur, la lumière, attendre, changer les bobines, ce petit moment d'attente génial. On s'enfile un bonbon, on attend la suite. Et puis aller à Paris de temps en temps, parce que j'ai grandi à la campagne, c'était toujours vraiment près d'ici, c'était rue des Écoles. Et j'y allais tout le temps. Je voyais tous les westerns Grande Action, tous les films noirs Grande Action, le Luminor. Voilà, donc j'étais passionnée de pellicule. Ça a quand même une densité, une couleur, une lumière qui est magique. Alors je sais que c'est que des débats qui m'intéressent moyen, parce que tout le monde fait le débat de numérique, de la restauration, du machin. Mais moi, je sais que j'ai eu la chance à l'Alliance française d'avoir un projecteur 35 mm qui n'était pas un plateau.
Donc je pouvais aussi montrer des films d'archives, puisqu'on n'était pas obligé de couper les entames du film. Donc on pouvait montrer des films muets ou des films de collection. Il y avait Scorsese qui avait tout un pan de films de bobines qui prêtait gracieusement, qui était à George Eastman House, donc aux États-Unis, Rochester. Kodak. Donc je faisais des empreintes de pellicules. Puis après, quand c'était des films, par exemple, Rosier, on en parlait, Adieu Philippines, il n'existait qu'une seule copie qui était distribuée aux États-Unis, qui était du 16 mm. Très mauvais état, mais on le montrait quand même. Donc je passais souvent du 35, mais aussi du 16. Et c'est vrai que c'était le seul support. Et le jour où j'ai quitté mon job en 2013, ils ont viré le 16 mm et ils ont mis un DCP. Voilà. Donc ça raconte quand même beaucoup de choses pour moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vais au cinéma, si ça peut être en pellicule, j'ai un amour fou de ça, quoi. Mais du coup, quand tu travaillais à l'Alliance française, tu savais utiliser Non, il y avait un projectionniste, ouais, qui d'ailleurs était mon amie Moira Tierney, qui était projectionniste aussi à l'anthologie Faymarchal, qui l'est toujours. Donc, Et est-ce qu'il y a certaines salles à Paris ou à New York où tu sais que tu vas parce qu'il va y avoir de la pellicule et que tu choisis spécifiquement? Oui, souvent la Cinémathèque française, il y en a quand même énormément. Après, je connais moins Paris, je l'avoue, que New York. Et New York, oui, tout le temps à l'anthologie. C'est vraiment mon home cinéma, quoi. C'est que de la péloche, sauf quand le film est en numérique, hein. Mais c'est extraordinaire. Après, il y a le Film Forum aussi qui fait pas mal de projections en pellicule. Les cinémas à New York, les cinémas d'art et d'essai ou les grosses sont souvent en pellicule encore. Il y a le Lincoln Center qui a beaucoup de pellicules. Et il y a le super cinéma d'un copain, Jake Perlin, qui s'appelle le Métrographe, qui vraiment est spécialisé dans la pellicule pour le coup. Donc il y a vraiment encore cet amour fou de ces gens qui essayent de continuer à montrer des films en pellicule. Mais aussi à l'époque, ce qui n'existe plus aujourd'hui, c'est qu'il y avait des valises diplomatiques dont les films venaient en 1935, une collection de l'ambassade française en France, et on pouvait emprunter. Il y avait une collection de films extraordinaire et on ne payait pas le transport des copies. Donc c'est ça aujourd'hui qui coûte si cher, c'est le transport, c'est voilà, la bataille des distributions des copies, des transports des copies d'un pays à l'autre, etc. Ouais, pour toutes ces raisons-là, ça devient un peu marginalisé aussi, les projections à 35. Parce que je pense qu'il y en aura toujours, mais dans une moindre mesure, quoi. Ouais. Après, j'ai vraiment pas une politique de guerre contre le numérique du tout, mais c'est vrai que c'est une matière qui est ma matière de base, comme j'aurais choisi la peinture à huile plutôt que l'aquarelle. Et ça a été le début pour moi, en tout cas, donc j'y suis très, très attachée, de façon plastique, et dans la matière de filmer, ou de faire des films moi, puisque je suis derrière le cadre. C'est moi qui filme. Donc il y a vraiment un autre rapport au cinéma quand même, qui est très 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 différent. Et puis c'est vrai que je me rapproche de gens qui travaillent quand même encore au 16 ou en 35. Moi je pense à Yann Gonzalez, des gens qui, même s'ils finissent leur film en numérique pour les salles et tout, font quand même tirer une copie 35, qui travaillent vraiment pour sauvegarder aussi et montrer des films en pellicule. Mandico, quand on parlait, voilà, c'est des réalisateurs qui tiennent énormément à ça. Après, il y a tout un pan du cinéma expérimental à Paris aussi qui continue, comme les gens de l'Abominable ou l'Etna. Enfin, il y en a énormément qui sont aussi attachés braquage, revoir, voilà, tous ces super artistes et réalisateurs dont je fais partie sans en faire partie, mais c'est des familles d'amoureux de la pellicule quand même, hein. Et puis, oui, c'est vrai. Et puis, tu nous disais effectivement que si le film était fait dans un très beau numérique, tu pouvais aussi l'apprécier. Ouais. Et du coup, tu as des films en tête comme ça? Bah, souvent, c'est des restaurations. Tu veux dire s'il a été tourné en numérique? Ouais, s'il a été tourné en numérique, par exemple. J'en ai pas un pile en tête, mais c'est vrai que par exemple Lars von Trier ou des choses comme ça, tu as des films spécifiquement tournés en numérique, avec un certain... du projet, oui. Ouais, ou alors je te disais des films de par exemple Joe Gibbons, qui est un réalisateur qui ne tourne qu'en numérique, qui est un réalisateur américain, ou Tony Hausler qui fait ses films toujours sur le mode du numérique, du fond vert, des effets spéciaux, le côté un peu quimp, un peu trash aussi.
j'adore, ça pourrait pas être autrement. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est magnifique, c'est leur palette. Même les films, quand je pense aux films des frères Kouchard, dont j'ai été très très proche, il y a une partie de leur cinéma qui ne pourrait pas exister en pellicule, qui n'est que faite parce qu'ils ont un amour et une connaissance et une manipulation du numérique qui est telle et qui est tellement appropriée à la base de leur film, au langage du film, que c'est merveilleux. C'est la palette, quoi. Mais alors justement, tu parles des frères Kouchard et ça tombe bien parce qu'ils font partie de la prochaine question qui concerne les saisons et la météo au cinéma. En fait, on se demandait si ça pouvait influer sur tes désirs de spectatrice. Donc peut-être pas vraiment, mais tu nous as tout de suite parlé de George Kouchard, qui a fait les Weather Diary, ouais. et aussi de David Lynch, qui en ce moment présente la météo ça, sur sa chaîne YouTube. En fait, the weather, quoi, le temps, j'y pense vraiment pas trop, et souvent je me fais avoir parce que je regarde pas le temps et qu'il fait beau et qu'après je suis trempée parce qu'il a plu. Et quand on tourne, il faut faire beaucoup plus gaffe que ça. Et souvent, je zappe complètement la météo. Par contre, j'aime pas filmer au soleil. Je trouve que ça aplatit les couleurs, c'est pas très agréable en plus. J'adore les ciels gris parce que les couleurs sont ultra pétantes. Et en même temps, c'est magnifique. Voilà, il y a quelque chose qui ressort qui, moi, me plaît énormément. Et puis, les lumières artificielles, c'est toujours magnifique aussi. Mais c'est vrai que le temps, j'y pense pas. Je sais que je veux pas tourner au soleil en général, c'est vraiment clair. Mais j'ai beaucoup tourné sur les toits de New York et dehors parce que je n'avais aucun argent et aucune façon de même faire avoir un plateau de cinéma avec des lumières artificielles. Donc bien sûr, je me liais au temps. Et j'étais liée à des gens qui filmaient en plus le temps. Donc c'est-à-dire, je pense vraiment particulièrement à George Kouchard, qui était extraordinaire et qui partait en Oklahoma dans les YMCA, les petits hôtels des clubs de gym, là, et qui filmait tout dans sa chambre. Autant son repas que ses passages aux toilettes, que ses amoureux, que sa barre de chocolat, que le caissier, que le temps. Et c'est vrai que c'est devenu des portraits, quoi, du temps, mais à travers le cinéma, quoi. Mais justement, moi, c'est un truc que j'ai retrouvé pas mal dans les questions, dans les réponses que tu nous as données à nos questions, et même parfois peut-être un peu dans ton cinéma, que je trouve qu'il y a un format, entre guillemets, vlog, qu'on retrouve sur YouTube aujourd'hui. Enfin, dans le sens où c'est des bouts de vie comme ça. Je connais pas le vlog. Ouais. Perdu, je suis trop vieille. Mais non, mais figure-toi que sur YouTube, cette belle plateforme... ce laboratoire, il y a un format qui s'appelle le vlog où tu tournes ta journée ou des moments de vie un peu comme ça, parfois sans réel point de vue, ou c'est juste tu te filmes en train de vivre. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu retrouvé dans certaines des réponses que tu me trouvais. Et voilà, ça m'a interpellée par rapport à ton cinéma et au cinéma que tu mettais en lumière dans tes réponses. Je pense que c'est plus le fait que beaucoup des artistes que j'ai filmés ou des gens qui m'ont entourée ou qui m'ont appris le cinéma, avec qui j'ai grandi, sont des gens dont la frontière entre l'art et la vie n'existait pas. Et par exemple, je prends comme exemple Genesis P-Orridge. C'était peut-être un cas absolu. De par son corps qui est transformé comme œuvre d'art, ça va très loin. Et je pense, par exemple avec Tony Conrad, j'ai tout de suite appris et regardé et observé et adoré et pris le pas là-dessus aussi. C'est que tout, un bout de plastique, un vieux blouson, tout devient mise en scène, tout peut être utilisé pour créer de la musique ou un film Et c'est vrai que c'est beau, parce qu'avec le peu ou ce qui l'entoure, on peut créer. Après, quand on regarde ce qui est créé à partir du simple ou du quotidien, c'est assez particulier aussi. C'est-à-dire qu'il y a un angle quand même à chacun de ces artistes qui est très pointu, en fait, qui n'est pas juste filmé. Et quand je vois les films de Weather Diary de George, il y a un humour, il y a un dialogue, il y a un rapport à lui-même qui est extrêmement intelligent, extrêmement cherché.
dans le montage, dans ce qu'il va filmer, comment il s'amuse avec lui-même et le spectateur. Donc je pense qu'il y a aussi, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est complètement lié entre cette façon de filmer les autres. Même je pense à Jonas Mekas, il filme ses amis, mais c'est comment il les filme. Oui, il y a un point de vue très réfléchi. Et donc je pense que c'est quelque chose de commun, mais chacun ayant une palette avec une couleur différente et très particulière à chacun, en fait. Oui. Voilà. Après, c'est vrai que je pense qu'il n'y a peut-être pas cette réflexion fait comme ça sur YouTube. Après, c'était juste ce décalage où les gens se filment eux-mêmes et parfois, justement, ceux qui ont le plus de vues ou ceux qui sont le plus remarqués ont justement commencé à formater cette palette. Et donc, c'est assez marrant, en fait, de revoir ça sur un autre format. Alors. C'est un gouffre sans fin, après. Mais alors, pour revenir à ta vie de spectatrice, justement, la météo, ça va jamais influer sur ton désir de voir un film? Non, jamais. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait du soleil, ça... là-dessus... Sur ton envie de voir un film, tu te dis... Plus il fait froid, plus j'ai envie de voir de films, ça c'est sûr. Mais en même temps, j'adore aller au cinéma. Donc le cinéma, peu importe. Oui, peu importe. Voilà. J'ai toujours un désir pour voir des films. Tout le temps. Ça part pas. Est-ce qu'on dit un mot de David Lynch qui présente la météo? C'est génial. Mais je sais pas quoi dire, sauf que j'adore sa voix et j'adore ce qu'il a à me dire et c'est tout simple et juste. Non, juste le mentionner. C'est vraiment merveilleux, sa voix me berce. Enfin, c'est vraiment une voix, quoi. Il a une voix incroyable. Ah, mais c'est magnifique. C'est une voix de cinéma, quoi. Mais donc là, on va passer à la catégorie mémoire et sommeil de notre questionnaire. Et on t'a demandé un objet de ton quotidien qui te fait remonter le souvenir d'un film. Et tu nous as dit des ânes et animaux en jouets mécaniques et marionnettes. Donc des ânes, maintenant, on a la réponse. Mais c'est un peu des jouets d'enfance. Donc quel film ça te fait remonter et pourquoi ces objets? Tout ce qui a trait au cirque, en fait, à la marionnette, les jouets mécaniques qui sont souvent des choses qu'on remonte et qui marchent tout seuls, qui sont souvent des personnages aussi, souvent des animaux ou des personnages de cirque. Voilà. Il y a quelque chose qui vient vraiment de la brocante, mais dans le sens aussi très cinéma à l'ancienne, des poupées étranges. Et mécanique aussi. Mécanique, il y a quelque chose qui m'attire tellement comme dans les films de Todd Browning. Tous les personnages dans Freaks sont presque ces marionnettes mécaniques qu'on peut remonter. Quelque part, ça me rappelait ça, en fait. C'est des choses qui m'ont entourée, que je collectionne. Et donc, ce sont des objets qui m'entourent, qui me rappellent aussi... j'ai un vrai attrait pour les objets, quoi. C'est horrible, parce qu'après, on se trimballe des caisses et des caisses, quoi, pour rien. Mais c'est vrai que la collection des objets, ça me rassure, ça m'entoure, ça me parle. C'est comme... et je les déplace avec moi, peu importe où je vais. J'ai besoin de ces objets parce que c'est comme une peinture dont on ne peut pas se passer. C'est ta palette un petit peu aussi. Ouais, c'est vraiment... ça me raconte des histoires, Je collectionnais, gamine, toutes les photos de plateaux de tournage hollywoodiennes. Je trouvais ça, mais j'adore, c'est magique, quoi. Il y en a toujours dans les vitrines de grande action et tout. C'est le truc qui me fait rêver, les plateaux. Voilà, les photos de plateau, les photos de tournage, c'est toujours le lieu du rêve pour moi. T'en as une en tête, là, par exemple, ou trop? J'en ai tellement, mais j'en ai vraiment collectionné des milliers, donc ça passait vraiment de Minelli au western, à Bus Stop, à Some Like It Hot, film muet, Loulou. Vraiment, c'était une sorte de passion entre le costume, les acteurs, les caméras, les décors. En fait, tout ce qui est faux, quoi. Artificiel, mais qui fait rêver. C'est ça un peu pour moi la magie. Et on t'a demandé un autre élément qui pouvait te faire penser au cinéma, qui pouvait t'obséder et te hanter. Et on t'a demandé une bande originale ou une chanson. Et alors tu nous as répondu de manière tristement actuelle les BO de Morricone.
qui est Ouais, mort, c'était fou, c'était avant, hein. Je suis Ouais. désolée, j'ai répondu Bah avant. non. Ok, vous On est écoutez content d'en hier, parler aujourd'hui Voilà. parce qu'il a des BO magnifiques, donc tu pourras nous en parler. Et aussi, tu nous as parlé de la chanson de Pierre Desprats avec la voix de Elina Lovenson dans donc c'est la chanson I'm a Wild Girl dans le film de Bertrand Mandico qui s'appelle Les Garçons Sauvages. Donc je te laisse raconter les deux. Bah, comme en général, les BO, vraiment, où je m'en souviens parce que c'est du Hitchcock et j'en suis très. Ça m'habite parce que je connais les films par cœur et donc la musique est fantastique et elle est vraiment faite pour son cinéma. Morricone, pour moi, c'est juste extraordinaire parce que c'est vraiment des BO que je peux aussi écouter à la maison et non pas que au cinéma avec le film. Ça passe de la disco à... Il y a c'est des morceaux extraordinaires, hein. C'est vraiment funky. Il y a tout un mélange de compositions, de voix. Ça parle de cinéma et en même temps, moi, ça me parle vraiment de musique aussi. Et ça me fait rêver en dehors du film. Ça évoque des images même de par la constamment. musique tout seul. Puis ça me fait danser aussi. Enfin, il y a tout, quoi. Ça me parle de pays, ça me parle d'acteurs, ça me parle de weather, ça me parle de corps, ça me parle de sensualité, j'ai envie de chanter, enfin voilà ce que ça m'évoque vraiment. Après il y a énormément dans par exemple toutes les compositions de musique et voix des films de Tati sont extraordinaires. Ça pour moi c'est du langage, c'est comme des radiophonies quelque part et je suis très attachée aux radiophonies, donc là il y a une création sonore presque. C'est une autre façon d'entendre le son, quoi. C'est extraordinaire. C'est incroyable. C'est vraiment, moi, en écoutant, j'ai beaucoup appris. Parce que c'est une façon de penser le son comme l'image, hein, vraiment à son entité totale, quoi. Et d'oublier le dialogue, quoi. C'est vraiment ailleurs. Et ça, c'est un merveilleux pas, je trouve, entre le film muet et le film parlant, quelque part. Là, je trouve qu'avec Tati, il y a un truc entre les deux qui est juste comme personne. Et avec Bertrand et Elina, le garçon sauvage, en fait, c'est Pierre que je voulais mettre en avant parce que je trouve que sa musique et son travail pour les films de Bertrand, que j'ai découvert vraiment il n'y a pas très très longtemps. Mais j'adore, comme je voulais penser à quelque chose d'assez contemporain aussi, c'est vrai que c'est la chanson qui m'est restée en tête et que j'ai chantée régulièrement. I'm a wild girl. Et j'adore la voix d'Elina, qui a une voix merveilleuse. Et c'est une chanson parlée. Et je vois ton t-shirt, tu vois, de Laurie des Velvet Underground. Il y a quelque chose qui me parle là-dedans, dans cette musique, qui sont aussi des voix qui peuvent parler et que ça devienne du chant, qui sont vraiment des voix. Et je pense que la voix d'Elina, dans ses paroles et dans cette composition faite par Pierre, est vraiment merveilleuse et assez... un hit, quoi. On l'entend et on c'est la l'oublie pas, chanson quoi. de générique de fin aussi, je crois. Donc, mais elle reste. Donc on reste là-dessus aussi. Ouais. Donc, elle reste en tête. je trouve ça chouette, ça, de pouvoir être aussi attaché à une chanson. Oui. Aujourd'hui, quoi. On va passer à la carte blanche. Et donc, on t'avait demandé une séquence de ton choix d'un film. Ce que je n'ai pas fait. Mais voilà, justement, mais tu peux nous expliquer pourquoi tu ne voulais pas ou tu n'avais pas de séquence Je l'aurais faite vraiment, mais j'étais vraiment occupée avec les étudiants de fin d'année. Après, si je ferme mes yeux et que je pense à des films, il y en a tellement et ça, c'est un peu obsédant. C'est-à-dire que c'est plutôt des images qui zappent les unes après les autres, comme des extraits de films ou des trailers. Et j'adore, par exemple, regarder des trailers. C'est comme des bonbons pour moi. Il y a un truc hyper excitant à regarder des trailers. Tout le film est là. Alors, surtout aujourd'hui, c'est des trailers qui durent 15 minutes à tout le film et ça dit tout. Mais je parle des autres... une autre façon de regarder les trailers plus anciens. Il y a quelque chose par exemple, je pense aux petites Marguerite. Alors, elles sont daisies. Elles sont sur le lit et j'entends des sons, en fait. Souvent, j'entends les sons autant que l'image. Et les sons, pour moi, c'est très important. C'est les ciseaux, les pommes, les tissus, le vent, la couleur jaune, les grincements, les sautillements, les portes qui grincent, passer en fait d'un décor à un autre, marcher sur des gâteaux, le soleil, je le sens, la couleur jaune, la couleur bleue. Tout ça sont des choses qui restent comme des sensations très fortes. Et puis après, je pense aussi à des moments très lents, comme des films avec Liliane Guiche,
qui hurle sur un iceberg, sur la glace, et il y a le vent, et elle pousse et elle retient une maison, et il y a du sable, et je sens le sable alors que c'est un film muet. Je sens ses cheveux, je sens son désespoir, et son visage m'émeut, et ça dure 15 plombes, et j'ai l'impression d'être là, et en même temps je vois le faux, mais pourtant elle me fait rentrer dedans. Après, je pense à des scènes où il y a des scènes de claquettes, parce que je suis toujours très très proche de les comédies musicales et du slapstick, et je pense souvent à ces scènes où le rideau se lève et on découvre le chanteur derrière l'écran, et on découvre le playback et tout le côté faux du cinéma qui est montré dans Chantons sous la pluie, et le plaisir de danser qui se communique à travers l'écran, où moi je commence à danser et que je tourbillonne, ou des images complètement tiltées qui font rêver de Cocteau, de La Belle et la Bête, la fumée qui sort des poêles, les mains qui sortent dans le couloir, j'entends les choses, je les sens, puis j'imagine le tournage aussi, donc ça va au-delà de ce que je vois et des images en fait, donc c'est là que je m'envole. Ouais, c'était une très belle carte blanche. Ça répond complètement. Merci. Et du coup, sans vraie transition, C'est pas grave. non, on va passer à la dernière petite rubrique qu'on appelle cinéma et transmission, pour parler des films que t'aimes montrer ou pas justement. Et on t'a demandé un film ou des films en l'occurrence pour transmettre un peu du New York Underground auquel t'as l'air vraiment très très attaché. Oui. Et alors tu nous as parlé des films de Jonas Mekas, des films des frères Kuchar aussi. Tu nous as parlé de Flaming Creatures de Jack Smith, c'est ça, de Penny Baker et de Maisels aussi. Oui. Bah, c'est vrai que c'est un bagage qui est un langage en fait, et comme j'enseigne aussi, ou parfois je programme, c'est quelque chose qui est très lié à un langage qu'on essaye de communiquer aux autres, et on a envie de partager ce plaisir, cet amour, quoi. Et donc on espère en montrant des films que ces films vont communiquer la même chose. Et je pense souvent aux étudiants, en tout cas je montre beaucoup, par exemple un qui n'est pas dans la liste, mais Norman McLaren, Les Voisins, pour vraiment parler de ce que je vois, comment est fait l'animation, comment on peut penser avec le cours de Bolex que je fais, où je pense à Bruce Conner, dont j'adore le travail, et Breakaway, par exemple, comment ça s'est filmé. À chaque fois, ça m'émeut. C'est juste une chanson et ça m'emporte très, très, très loin. Je montre vraiment des films comme ça, aussi des films de Terayama, qui sont aussi des tableaux vivants, colorés, peints, de peintres, de performances, de théâtre et de danse, qui, moi, m'émerveillent et donnent vraiment des images à la Cocteau, quoi, des envols, des idées pour les autres. Après, il y a l'humour aussi, et la façon dont les Kuchar font des films, Hold Me While I'm Naked, ou Fleischer Point, Skin of a Fleischer Point, ou tous ces films-là de Devil's Cleavage, déjà ils ont les meilleurs titres du monde. C'est complètement des univers qui, moi, je suis fan, mais absolu, quoi. Dans le délire total, dans le langage dont j'ai parlé bien avant, quoi. En fait, tout ça sont des films qui rapprochent cette histoire. Après, il y a beaucoup d'amis aussi, que ce soit Ginny Liotta, Ben Russell, Ben Rivers, Bradley Eros, Rachel. Il y a énormément de réalisateurs contemporains dont j'adore les films, que je montre aussi, que ce soit Moira Tierney, Joe Gibbons dont je parlais, les nouvelles vidéos de Tony Hausler, que j'adore aussi, mélangées avec quelque chose de plus pellicule, vidéo. Voilà, parce qu'il y a un certain humour, il y a une certaine énergie. Ou J.J. Murphy, quand j'avais fait une rétrospective là, au Jeu de Paume, il y avait une carte blanche, et c'était vraiment merveilleux avec mon ami Antoine Barraud de penser à ce qu'on pouvait présenter en si peu de temps, avec un choix réduit. Alors entre Flaming Creatures, le New York que je voulais présenter, alors c'était un New York un peu punk, musical, d'images, de cinéma underground. En même temps, je voulais montrer du John Waters, en même temps, je voulais montrer du Albert Maisel, parce que c'est aussi un cinéma qui
me bouleverse, c'est quelqu'un que j'ai connu et que j'ai beaucoup aimé. Et pour moi, les deux sœurs, là, Grey Garden, c'est un des plus gros chefs-d'œuvre pour moi du cinéma documentaire, enfin, de portrait, quoi. C'est bouleversant et fou. Et puis, ils ont fait des films extraordinaires. Il y a Pennebaker, pour moi, le film sur Bob Dylan, c'est des références de fans, quoi. Mais j'adore comment c'est filmé. Ou Les Blanc, qui a filmé aussi, d'une certaine façon, tous les chants musicaux, folkloriques, africains, noirs, du sud des États-Unis. C'est une partie de l'histoire des États-Unis aussi. Même si c'est underground et que c'est filmé d'une certaine façon aussi dans le même langage que Jonas Mekas, c'est-à-dire une caméra à l'épaule, aller voir les gens, filmer les gens qu'on aime, pas avoir un producteur ou obligatoirement être à l'encontre de l'autre, comme le début des films des frères Maisel quand ils sont partis sur leur moto aller filmer ou les Bibles, les ventes des Bibles. Enfin, c'est des histoires de cinéma qui me passionnent quand même, hein. Après, ça peut s'envoler à d'autres pays, comme je pensais beaucoup au Canada avec Michel Brault. C'est aussi des rencontres de cinéma avec des régions autochtones. C'est aussi quelque chose d'underground quelque part parce que ça a une poésie. Une poésie d'un langage extrêmement particulier à chacun de ces films. Ouais. Mais justement, tu disais que c'était une histoire du cinéma particulière, notamment de New York underground Oui, des années... c'est vrai que le cinéma français underground est fait de différents réalisateurs avec vraiment un esprit, le côté théorique ou intellectuel et le sujet est totalement différent du monde rencontré à New York d'un pays à l'autre. Donc c'est vrai que la nature des films va être extrêmement diverse. Tout autant au son qu'à l'image, au montage, que le monde qui les habite en fait, et l'époque. Donc c'est ça qui est beau, et c'est vrai que celui que je connais ou celui dans lequel j'ai participé, en tout cas je peux dire, c'est celui de New York, et pas du tout celui qui est en France encore, en tout cas pour ça. Pour ce... Mais justement, moi ça m'intriguait que ce soit vraiment enregistré dans un contexte particulier, et je pensais particulièrement à Flaming Creature, qui est un film qui a été censuré à sa sortie pendant longtemps. Toi, comment tu le montrerais aujourd'hui? Justement, comment tu le programmerais? Il faut raconter l'historique, parce qu'en fait, en soi, quand on le voit, il n'est pas du tout aujourd'hui vu comme quelque chose de transgressif et à bannir. Les petites couilles qui se ballottent dans une image, elle est à peine perceptible. Donc il faut remettre à chaque fois, je pense, les choses en contexte et lier les familles d'amis pour que les gens puissent vraiment recevoir les films. Sinon, on peut passer à côté de la plaque, en fait. C'est toujours un film que j'adore, mais il n'est pas du tout vu pour moi de la même façon. Moi, j'avais besoin du contexte. Je l'ai vu sans connaître l'histoire, et après, je l'ai vu en connaissant de cause, quoi. Et alors, qu'est-ce qui a changé dans tes deux visionnages? C'est plus le mettre en contexte, en fait, qui m'a intéressée, de comprendre qui le présente, en quel contexte, avant et après quel film, comment on en parle. C'est vrai qu'il n'est pas du tout transgressif dans ce sens-là. Par contre, j'adore le monde qu'il habite. Ça, il est toujours aussi contemporain pour moi. C'est quelque chose de très camp aussi, Ouais. très... Enfin, on joue avec les costumes, c'est vraiment fauché, et ça se sent... à deux balles, quoi, pour le coup. Mais ce que je trouve beau dans le camp, quand on utilise ce terme, c'est que les gens c'est vraiment fauché. Oui. Mais on en fait quelque chose au premier degré, avec beaucoup de respect, d'élégance. On y va à fond, quoi. C'est très glamour quelque part aussi, vraiment. Il y a un côté... On y va comme si c'était Hollywood, quoi, et les plateaux. Même le début des films de John Waters, qui était fait avec très très peu d'argent par rapport à la suite, c'est hyper quinte, c'est des personnages délirants, de l'hystérie totale, divine quand même. Mais on voit le côté, ils y vont, mais jusqu'au bout, ils y vont. Même s'ils mangent de la merde, ils la mangent et ils le font bien. Et ça, c'est quand même merveilleux. C'est ce qui rend la chose aussi belle et drôle, quoi. Ce serait chouette que le film passe un peu, parce qu'il est très très peu montré. C'est vrai. Flaming Creatures, moi je l'ai vu par chance quand j'étais à Berlin. C'est vrai mais en France, je l'ai jamais vu. Il n'est pas distribué en plus. Et je pense pas qu'il il soit n'est pas en restauré. DVD non plus. Non. Je veux dire, il n'existe pas. Je sais pas, à revoir. Non, je crois pas. Peut-être, faut voir. Mais... Je crois qu'il y a Normal Love, parce que ça c'était en couleur et en 35, je crois, alors que Flaming Creatures c'était 16 et un peu
J'ai vu des copies projetées à l'anthologie, mais c'est vrai que je l'ai jamais vu ailleurs facilement. Donc on passe un petit appel. Si vous pouvez montrer ce film, qui est très beau. Je sais qu'il est distribué à Paris, je pense qu'au Lightcon, Lightcon, doit ouais. l'avoir. Ou... Voilà. Mais... En DVD, ce serait bien. Ouais. Et on t'a demandé, un film que tu détestes mais que pourtant tu recommanderais. Et là, tu nous as dit que c'était pas possible. Ben non, c'est difficile pour moi en fait. C'est parce que c'est difficile d'y penser de façon assez spontanée. Quand je déteste, ça provoque quelque chose. Donc bien sûr, on s'en souvient. Donc bizarrement, un film qu'on déteste, il reste alors qu'on aimerait qu'il passe. Donc il doit y avoir un truc bien dedans. Parce que quelque part, quelque chose dont on se souvient ou qui s'accroche à la peau, c'est qu'il y a un truc qui a dérangé et qui donc est bien. Ouais. Et ça, c'est bien. Mais j'arriverai pas à dire un titre comme ça à la volée. Parce qu'en général, j'essaye de... Parce que parfois, ça me salit, quoi. Ça me touche trop. Donc, on passe à la question suivante. Ouais. Mais justement, là, on va parler de programmation. Ouais. Et de ton travail que tu as déjà un petit peu évoqué de programmatrice à l'Alliance française de New York. Et on t'a demandé ce que tu avais préféré programmer quand tu y étais. Bah, c'était vraiment mes plus beaux souvenirs. Ça a été avec Agnès Godard quand elle est venue présenter des films, une série de films autour de son travail, donc de parler du cinéma, d'elle en tant que cinématographe à travers les films de Claire Denis et d'autres, de Jim Jarmusch, d'autres. Ça a été merveilleuse comme rencontre de cinéma. Ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et puis une qui a vraiment marqué moi mon temps, ça a été la première que j'ai faite de ma vie, ça a été Raoul Coutard quand même, qui a été mais tellement drôle et tellement plein d'histoires. En fait, c'était comme l'histoire du cinéma vivant quoi avec moi, mais histoire sur histoire. Et c'est vrai que quand il montrait des films et qu'il parlait de cinéma, c'était tellement puissant pour moi d'être derrière, comme dans les coulisses, comme les photos de plateau que j'adore, d'être dans l'histoire du cinéma en fait. Et il avait énormément d'humour. Et ça a été un très très beau moment partagé avec lui. Ça a été quelqu'un dont j'étais proche à la fin, jusqu'à la fin de sa vie. Et une autre rencontre qui m'a énormément marqué moi, ça a été quand Albert Maisel est venu et que j'ai fait une discussion avec une rétrospective que j'ai fait des films de Michel Brault. Ce sont deux réalisateurs qui s'apprécient énormément. Et ça a été un très 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 beau série de rencontres, de discussions, de films projetés, et très joyeux, très drôle. Ces deux petits vieux monsieur qui parlaient de cinéma avec beaucoup beaucoup d'énergie. Et puis une dernière, je pourrais citer, qui moi restera toujours, mais parce que je suis ultra amoureuse de son cinéma, c'était quand Léos Carras est venu et que c'était mon dernier mois de programmation à l'Alliance française en mars 2013. Et j'ai demandé à Léos de venir pour faire une rétrospective pour clore mon passage à l'Alliance française. Et ça a été merveilleux parce qu'il a vraiment donné de son temps, parlé. Et puis j'aime tellement son cinéma que ça a été un très très beau moment pour partir. Et ça lui a plu, lui, de présenter son travail Alors, je pense que c'est difficile de savoir. Je sais qu'il parle peu de ses films. Non, c'est pas son truc, mais quand il en parle, c'est toujours chouette. Bah oui, je suis d'accord. Et c'est super d'avoir pu le faire venir, en tout cas. Ouais. Mais alors, il y a autre chose qui m'intrigue quand même. Oui. C'est que tu nous as aussi évoqué la rétrospective Marguerite Duras. Ah oui, pardon. Avec John Waters. Mais j'ai complètement zappé parce qu'en fait, c'était trop fort. Mais Marguerite Duras et John Waters dans la même phrase. Bah, c'était extraordinaire parce qu'en fait, je voulais faire une rétrospective des films de Marguerite Duras et c'est vrai qu'il y en a beaucoup et ça s'est allé sur 3 mois presque. Et c'est vrai qu'à l'Alliance française, où on m'a beaucoup tanné pour quand même qu'il y ait du box-office, tout ce que je montrais, ça marchait pas. D'où les Amélie Poulain que tu vois, t'as mentionné avant. Donc c'était la jongle entre obéir quand même à une institution et pour continuer à avoir mon job et aussi présenter ce qui était l'amour pour moi du cinéma. Et Marguerite Duras, j'adorais, je voulais vraiment montrer ses films et il y a eu des copies restaurées par l'ambassade française, donc c'était une très 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 belle série. Mais je me suis dit,
ça va vraiment être difficile et personne va venir et tout le monde va en avoir très très vite marre du côté un peu dur et froid et stérile de certains cinémas aussi. C'est pas très évident. Donc je me suis dit, la seule façon de le présenter, c'est que je me souvenais que John Waters, dont j'adore le travail, et je connaissais bien les films, avait un film où les personnages se ruent au cinéma et sur le... Comment on appelle ça La façade, ouais. La façade du cinéma, il y avait le camion. Et tu as tous les personnages de John Waters, Divine en premier, qui hurlent en costume, qui courent au cinéma. Bien sûr, c'est tout sauf un film d'action. Et je me souviens de ça, donc j'avais demandé à John Waters si il serait heureux. Je savais qu'il aimait énormément le travail de Marguerite Duras et qu'il l'avait rencontré. S'il aimerait pouvoir venir et parler du cinéma de Marguerite Duras et de présenter le camion pour ouvrir la rétrospective. Et il m'a dit, ouais, je viens, ok. Donc il est venu et ça a été plein à craquer, donc déjà pour le camion. Et il était habillé avec un col roulé à la Marguerite Duras. Et là, il nous a fait rire pendant 1 heure à parler de Marguerite Duras, à l'imiter et à parler du camion. Ce qui fait que ça a été la projection la plus étrange au monde, parce que c'est vraiment pas un film drôle. Et les gens étaient morts de rire tout le temps. Ils ont adoré le film. Donc ça a lancé la rétrospective d'une façon inattendue et c'était bien. Ah bah oui, ça m'aide en tout cas. Donc je regarde un souvenir extraordinaire. Bah, on va finir ce questionnaire avec une question qui te plaira plus, je pense, qui est quel est ton film refuge? Oh, il n'y en a pas qu'un. Oui. Il y en a tellement et ça dépend, comme tu parlais du temps, ça dépend du temps dans la tête. Il y en a qui me permettent de rêver, ce serait vraiment The Unknown de Todd Browning. Celui-là, je peux le voir, le revoir, le revoir, le revoir, le revoir. Qu'est-ce qui te touche et ou te conforte L'histoire particulièrement? dans le cirque de cette histoire d'amour et étrange entre les bras et le toucher et de se couper les bras par amour. Il y a quelque chose qui vient du conte de fées, du cirque, de tout l'univers de Todd Browning, de la façon dont c'est tourné à travers des tissus. Ça me fait rêver. Ouais. Peut-être un autre film refuge, ça serait La Belle et la Bête. Et puis un troisième, ce serait peut-être Les Petites Marguerites. Oui, ça, tu nous l'avais dit. Daisy de, il faut dire son De nom, Vera Chytilova. Chytilova, c'est ça. un film extraordinaire. Est-ce que c'est aussi un refuge parce que tu vois une source d'inspiration Oui, par la liberté constamment. aussi? Ouais. C'est comme du collage, C'est un tableau en mouvement, c'est du collage, c'est de la joie, c'est de l'amour entre ces deux femmes, non dit, c'est du slapstick, c'est du film muet, c'est du film parlant, c'est de la danse. C'est juste tellement tactile aussi. J'ai envie d'en faire. Ça me donne envie de faire du cinéma à chaque fois. J'ai envie de tout de suite me dire « Ah, ok, je peux faire des films, ok. » Pourtant, c'est hyper dur et il y a un contexte politique extrêmement fort dans ce film. Mais ça me donne l'impulse. Bon, après, vraiment, je regarde aussi pas mal les films de Kuchar et puis à chaque fois, j'ai envie de m'y mettre, quoi. La série, pour moi, la plus extraordinaire au monde, et le film sublime, le plus long du monde, c'est peut-être la série 1 et la série 3 de Twin Peaks. Pour moi, je peux les voir, les revoir, les revoir. Il y a tout dedans pour moi. C'est vraiment une leçon de cinéma à chaque fois. De rire, d'invention, de personnages étranges, de peinture, de musique, d'acteurs et de l'amitié. Beaucoup. Enfin, c'est vraiment, c'est la plus belle narration pour moi. C'est le refuge. C'est comme voir un Hitchcock quand on est gamin, voir Twin Peaks quand on est adulte. Il y a tout. Mais elles sont à l'opposé, les deux saisons, justement, la saison 1 et la saison 3. Ouais, mais elles vont bien ensemble. La 2 est beaucoup moins bonne, donc je la nomme pas. Lynch, elle a un peu quitté le navire le aussi, plateau, quoi. Et voilà, ça pour moi c'était essentiel de rajouter parce que c'est un cinéma qui m'inspire tout le temps et qui me réconforte en fait. À chaque fois, ça me remet d'aplomb.
Mais il y a pas mal de scènes un peu jeux, justement, dans Twin Peaks. Est-ce que tu en as une en tête, une invention qui est... Enfin bon, j'imagine que tu en as plein. Il y en a 1000, hein, mais c'est vrai que là, je pense à la 3, quand il y a le personnage principal qui rentre dans la cuisine et il a sa cravate sur la tête à chaque fois. Doogie. Il y a tous ces trucs débiles, mais vraiment de base, de slapstick à la W.C. Fields, qui sont tellement décalées et tellement belles, l'histoire constante de son café, c'est trop beau, ces petites choses qui deviennent des grandes choses. Et les petites tartes. Ouais, enfin voilà, tous ces thèmes-là, moi, me ravissent à chaque fois. Il y en a beaucoup. C'est des obsessions magnifiques, quoi, en fait, qui en deviennent des éléments essentiels et clés à l'histoire. Et tu voulais nous parler d'un second réalisateur? Un autre réalisateur, mais c'est un peu proche peut-être de La Belle et la Bête, du conte de fées en fait quelque part, mais qui rejoint le documentaire, qui sont les films de Arne Sugdorf, donc qui sont des mélanges entre le documentaire animalier et la fiction, d'un réalisateur suédois extraordinaire. Et ça touche vraiment à l'enfance. Et quelque part, là-dedans, je m'y perds complètement. C'est de la photographie extraordinaire. On ne sait pas comment il approche les animaux et les enfants et les histoires. Et c'est juste des images de contes de fées, en fait, pour moi. Merci Marie. Merci à vous. Et puis je vais en profiter pour remercier Anna Mondigo qui nous a fait les illustrations, Gabriel Régnier qui nous a fait la musique et bien sûr La Clé qui nous accueille dans sa salle du bar cet après-midi, qui, je le répète, projette des films tous les soirs au cinéma, donc soyez tous là pour les soutenir. Vive le cinéma de La Clé. Merci Marie. Parfait.